Aujourd'hui, c'est le premier podcast d'une série de 3 podcasts sur la nutrition et le cancer, mais pas que finalement. Nous allons aussi parler de prévention, des grandes familles protectrices, des grandes familles délétères, du sucre, des mythes et des idées reçues. J'accueille pour ces 3 podcasts Camille, diététicienne nutritionniste, nutrithérapeute et détentrice d'un master en santé publique, et Stéphanie, ingénieure chimiste et fondatrice de la plateforme Zest, dont je vous parlerai bien évidemment. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Le premier épisode est sur la prise de poids et le cancer. On parlera évidemment de l'hormonothérapie et des autres sources de prise de poids pendant et après le cancer. Ceux et celles qui n'ont pas pris de poids ou qui, au contraire, en ont perdu, peuvent évidemment passer au deuxième podcast. Dans le deuxième épisode, nous décoderons le vrai du faux en parlant bien évidemment du sucre, du fameux jeûne et du régime cétogène. Je trouve toujours très intéressant d'extraire la vérité de toutes ces idées reçues. Le troisième épisode est plus général et s'adresse aussi aux personnes qui ne sont pas touchées par le cancer puisque nous parlerons de l'assiette idéale avant, pendant et après un cancer. Et donc il y a un focus sur la prévention. Et on terminera par un petit quiz vrai-faux, cuisson lente, oui-non, alimentation bio, oui-non, produits laitiers, oui-non, et j'en passe. Ah là là, tant de confusion en nutrition et cancer. Je suis moi-même nutrithérapeute et j'avais une consultation en nutrithérapie avant que le cancer ne s'invite dans ma vie. Et même pour moi, c'était compliqué pendant le cancer, donc c'est important d'avoir recours à des spécialistes. On entend un paquet de conseils de personnes qui n'ont pas été malades et la réalité du cancer est bien différente de la réalité d'une personne en pleine santé. Certains jours, on fait juste comme on peut et je parle des jours de chimio, des jours d'extrême fatigue. Donc il est important de déculpabiliser et Stéphanie et Camille sont là pour vous aider, pour nous aider. Juste un petit historique, dans les années 80, on prenait le light, donc on remplaçait les gras par le sucre. 20 ans plus tard, on bannissait le sucre et donc on mangeait trop gras, mais de mauvais gras, et on prenait l'hyperprotéiné. Il y a eu beaucoup trop de confusion. Aujourd'hui, nous allons parler qualité. On ne parle pas de quantité dans ce podcast, mais toujours de qualité des aliments, de qualité nutritionnelle des aliments. Il n'y a pas de régime miracle, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, même si certaines personnes veulent encore y croire. Ce qui est vraiment important, c'est une grande diversité de produits les plus naturels possibles. Et Camille et Stéphanie prendront le temps de nous parler de tous ces bons produits. Pour terminer, j'aimerais vous parler de la plateforme Zest, créée par Stéphanie. Nous sommes partenaires de cœur et donc il n'y a aucun engagement financier entre nous. Le but de ce podcast est de vous donner un maximum de clés et je tiens aussi à dire que si vous avez besoin d'aide, allez vous inscrire sur la plateforme Zest, elle est totalement gratuite. Donc Zest propose du contenu scientifique, des conseils nutritionnels et des recettes 100% personnalisées à vos symptômes, à vos carences, vos préférences, aussi par rapport au moment où vous en êtes dans le parcours. Et en plus, elle permet de vous faire livrer les ingrédients des recettes pour moins de charge mentale et nous savons tous que c'est bien précieux pendant le cancer et après le cancer. Zest travaille d'arrache-pied pour continuer à offrir gratuitement, en plus des conseils et des recettes, un accompagnement humain personnalisé avec un accès à des webinars et un suivi avec leur équipe diète s'il y a un partenariat avec le centre de soins. Donc n'hésitez vraiment pas à en parler à votre oncologue, coordinateur de soins ou diététicien. Leur en parler permet de vous aider et j'insiste vraiment là-dessus. C'est parfois une telle jungle dans le monde de la nutrie et c'était donc très important pour moi d'inviter des gens sérieux et compétents afin de pouvoir vous aider au mieux. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour Delphine. Alors avant de démarrer la série des 3 podcasts, je vais vous demander de vous présenter chacune. Donc bonjour, je suis Stéphanie, la fondatrice de la plateforme Zest. Alors moi, j'ai une histoire un petit peu particulière. J'ai perdu ma maman à 15 ans d'une leucémie. J'ai eu extrêmement de nombreux cas de cancer dans ma famille, ma grand-mère, cancer du visage, mon grand-père, etc. Et en fait, je suis ingénieure de formation en chimie.
Et il y a quelques années, j'habitais à New York et j'ai commencé, au détour d'un documentaire, de voir l'impact que la nutrition avait sur le déclenchement d'un cancer. Aujourd'hui, on considère que 30% des cas de cancer peuvent être attribués d'une manière ou d'une autre à la nutrition. Et en fait, toute la recherche qui existe là derrière m'a fascinée et ne m'a plus quittée depuis 5 ans. Et c'est un petit peu la genèse de Zest aujourd'hui et de vouloir changer un petit peu la prise en charge des patients avec la nutrition. Merci Stéphanie. Et toi Camille ? Donc moi c'est Camille, je suis diététicienne nutritionniste et j'ai également suivi une formation de 2 ans en nutrithérapie et aussi un master en santé publique en promotion à la santé. Je suis également dans les consultations privées depuis maintenant 4 ans et ce métier il me passionne énormément, d'une part pour la relation avec le patient, le fait de l'aider, de l'accompagner dans l'accomplissement de ses objectifs et d'autre part aussi pour tout ce qui est apprentissage continu. Donc plus je consulte, plus j'en apprends sur les autres, sur la nutri, mais aussi sur moi-même. Donc, c'est vraiment enrichissant. Chez Zest, je suis responsable du suivi et de l'accompagnement de patients. Donc, ça concorde très bien avec mes objectifs. Je me cherche également de la rédaction de contenu, de l'amélioration de la plateforme. Ce boulot, il convient tout à fait à mes domaines de prédilection. Donc, j'adore vraiment ça. Un duo de choc. Super. Alors, aujourd'hui, quand même, un thème important, prise de poids pendant et après le cancer. Alors c'est vrai que parfois on pourrait se dire, mais attends, on prend du poids pendant le cancer. On a toujours cette idée de, on est en chimio, on mange rien. Alors on va parler aussi de perte de poids, hein, bien évidemment. Mais aujourd'hui on voulait quand même se focaliser sur la prise de poids pendant la chimio, après la chimio, l'hormono, pas que l'hormono. Et j'ai quand même juste une petite chose à dire, c'est que j'ai publié un post dans le groupe de soutien. Aujourd'hui, il y a 2600 femmes et on était toutes les trois ici assez surprises et attristées de voir que la prise de poids n'est pas toujours prise en compte par l'équipe médicale, même prise au sérieux. J'ai lu des propos quand même assez tristes. Une femme disait oui, mais manger c'est une question de survie. Donc c'est très difficile pour les femmes qui sortent déjà d'une année de traitement, qui sont épuisées, qui n'arrivent pas à perdre du poids. Donc voilà, pour nous c'était important de faire un podcast là-dessus. Donc Stéphanie, je crois que c'est toi qui vas démarrer sur la prise de poids pendant et après le cancer, les raisons, et on parlera évidemment de l'hormono. Tout à fait. Ben, c'est vrai que chez nous, chez Zest, on a aussi été surpris de voir beaucoup de femmes qui se sentent effectivement fort délaissées parce qu'elles ont pris du poids, elles ont une autre vision d'elles-mêmes, elles ont peut-être perdu des cheveux aussi, un autre rapport au corps et qui se sentent effectivement un petit peu moins entendues. Et effectivement, nous, on aimerait aussi les rassurer qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'effectivement, pour les femmes qui ont eu un cancer du sein et qui sont sous hormonothérapie, il faut savoir qu'aujourd'hui, 85% des cancers du sein sont quasiment hormonodépendants. Donc, beaucoup de femmes vont se retrouver 5-10 ans sous hormonothérapie. Et effectivement, dans ce cas-là, l'hormonothérapie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va arrêter ou limiter la production d'œstrogène pour justement éviter que l'œstrogène continue à être un fuel pour les cellules cancéreuses. Et donc dans ce cadre-là, c'est comme si on vous projette dans une préménopause avant l'heure, mais brutale d'un coup. Et donc comme les œstrogènes à la base sont là pour réguler notamment le cholestérol, pour réguler la température de votre corps, pour aussi aider à la solidité des os, et ben en un coup vous allez perdre un petit peu cette protection naturelle, d'où vos bouffées de chaleur, d'où également des problèmes de cholestérol. Et en fait, on ne sait pas encore entièrement pourquoi et quel est le lien, mais on sait que ces dérèglements hormonaux amènent aussi, dans beaucoup de cas, pas tous, à une prise de poids. Cette prise de poids est liée notamment justement au fait que votre métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie que votre corps a besoin pour performer dans toutes ses activités, pour respirer, pour parler, pour bouger, etc., est justement moindre qu'avant. Donc c'est-à-dire qu'avant, si je prends un exemple des calories, même si on parlera plus de qualité ici que de quantité, avant vous aviez peut-être besoin de 2000 calories et maintenant c'est 1800. Et en fait, malheureusement, c'est comme ça, parce que votre métabolisme a changé. Alors aujourd'hui, on vous donnera des conseils pour justement aider, entre guillemets, à réguler tout ça. Mais sachez que c'est quelque chose qui, malheureusement, est naturel. Et il faut complètement déculpabiliser à ce sujet. Et c'est bien aussi de dire que tout le monde ne prend pas du poids sous hormonaux, quoi. Non, donc, tout à fait. C'est un des effets secondaires, mais c'est pas du tout le prédominant. Je ne connais pas les pourcentages, d'ailleurs, mais... J'en ai pas trouvé, oui, non. Mais il est déclaré comme effet secondaire du Femara et des autres médicaments. Exactement. Et difficulté à perdre du poids après, évidemment, quand on l'a pris. Mais Exactement. Et effectivement, c'est pas la seule cause, parce que là, on parle effectivement de l'hormono, mais déjà, quand on est en traitement, on a des traitements sous chimio, par exemple, extrêmement agressifs pour la flore intestinale. Donc, c'est comme si, quand vous prenez un antibiotique, en général, vous pouvez avoir la diarrhée pendant plein de jours parce que ça détruit votre écosystème. Mais si c'est pareil, la chimio va détruire toutes les cellules qu'elle trouve qui se développent rapidement. Et de ce fait, effectivement, votre côlon va s'en sentir agressé. Or, on sait que la flore intestinale est importante
pour l'inflammation, pour l'immunité, mais aussi pour justement le poids. Donc ça peut être aussi l'une des raisons. Important, c'est évidemment de prendre soin de sa flore avec des fibres et des probiotiques. Mais effectivement, on a aussi remarqué qu'apparemment, le cancer peut aussi dérégler, par exemple, la thyroïde dans certains cas. Donc, c'est très important de checker ça, comme on en avait parlé, pour être sûr qu'on n'est pas en hypo ou en hyperthyroïde dans certains cas. Mais il y a aussi évidemment, d'autres raisons que je laisserai aussi Camille expliciter, qui sont aussi liées plus à son comportement à soi, bien sûr. Ok, donc je retiens se faire checker pour la thyroïde de toute façon après tous les traitements. On va parler de dysbiose un petit peu plus, comment chouchouter sa flore intestinale. Comme ça, voilà, on refait un petit aperçu. Camille, toi, tu voulais nous parler d'autres choses. Comme autre cause de prise de poids, il y a aussi tout ce qui est fatigue, troubles du sommeil, etc. Donc, être sous traitement, forcément, ça fatigue beaucoup. Il n'y a pas que l'impact vraiment du traitement, mais il y a tous les effets que ça engendre par après. Donc, par exemple, simplement les trajets, ça fatigue, les habitudes qui sont toutes bouleversées, ça fatigue, les émotions aussi, ça fatigue. Et quand le corps est fatigué, il a beaucoup plus de mal à transformer les calories en énergie. Okay, et du coup, c'est difficile pour le corps de brûler ses calories à ce moment-là, quoi. Oui, et puis avec la fatigue, il y a tout ce qui est sensation de satiété et de faim qui sont un peu chamboulées, en fait. Tout ça est déréglé aussi, ouais. Dans les études scientifiques, on retrouve aussi l'inflammation qui peut être une des causes de la fatigue. Et l'inflammation est aussi liée à la prise de poids dans certaines études. Donc voilà, c'est tout un cycle qui fait que la prise de poids peut être un effet secondaire. Il y a l'alimentation, évidemment, parce que des fois, c'est difficile de s'alimenter correctement pendant un cancer. Donc, il y a quelques petites astuces. Donc, ça, j'en parlerai par après pour avoir une alimentation santé pour éviter justement cet effet secondaire. Et puis après, il y a la sédentarité ou l'inactivité physique qui peut aussi jouer sur la prise de poids. Donc, le fait de moins bouger peut causer une diminution du métabolisme de base, comme Stéphanie expliquait. Et alors, cette diminution fait que forcément, on dépense encore moins de calories. Mais on sera vraiment moins sur les calories. Aujourd'hui, on parlera plus de la qualité de l'assiette. Mais donc, en fait, ici, c'est toutes les explications. Et je trouve que c'est très important, en fait, de comprendre pour déculpabiliser, de comprendre ce qui nous arrive, ce qui vous arrive. Et alors, évidemment, maintenant, on va parler de solutions pratico-pratiques. Donc, je ne sais pas qui va commencer. Mais je voulais aussi rajouter un point dont on avait parlé, Delphine, toi et moi, à voir si c'est important pour vos auditrices, mais qu'effectivement, on parle très peu. Je sais qu'il y a certaines patientes qui ont entendu parler du fait qu'effectivement, une prise de poids après un cancer du sein peut donner plus de chances de récidive. Alors effectivement, aujourd'hui, les études ont montré qu'une prise de masse graisseuse, de toute façon, avant, mais aussi après un cancer, est effectivement un facteur de risque, parce que la masse graisseuse va elle-même, en fait, produire des oestrogènes, va elle-même produire de l'inflammation, et que dès lors, en fait, tous ces deux paramètres-là vont être facteurs de récidive, ou en tout cas de fuel pour des potentielles cellules cancéreuses qui seraient toujours là. Voilà. Donc après, il faut toujours savoir déculpabiliser, mais il faut savoir aussi se rendre compte que c'est un facteur qui peut arriver. Donc, quand même, surveiller son poids et essayer de faire au mieux pour ne pas prendre plein de poids après un cancer du sein, en fait. C'est ça, au mieux quand on peut. Oui, voilà. Bon, maintenant qu'on a toutes les explications, Camille, est-ce que tu peux nous donner des conseils pratico-pratiques ? Oui. Alors, donc, il n'y a pas de régime miracle pour perdre du poids. Ça, c'est sûr. S'il existait, on le saurait tous et on l'aurait déjà tous adopté. Pour adopter une alimentation santé, il faut plutôt viser sur la qualité de l'assiette et pas vraiment sur la quantité des aliments qu'il y a dans l'assiette. Donc, je vais justement vous donner quelques petits conseils pour tendre vers le mieux manger. Alors, tout d'abord, il faut penser à bien structurer son alimentation, donc manger un bon petit déjeuner bien complet, un repas du midi tout aussi complet, un goûter, donc ce repas est très important et c'est même un repas et pas juste une collation grignotage, c'est un vrai repas. Et puis après, un dîner assez léger pour justement aller dormir léger, pas avoir le système digestif qui travaille de trop et qui entrave la qualité du sommeil parce que comme je te disais tout à l'heure, le sommeil est super important dans la prise de poids. Alors, juste une chose, tu parles du goûter, c'est justement pour ne pas avoir cette période trop longue entre le déjeuner et le dîner, pour qu'il n'y ait pas une chute du taux de sucre. Voilà, c'est ça. Et le fait d'avoir un goûter permet aussi d'éviter les grignotages dans toute la journée. Si on souhaite perdre du poids, le fait de grignoter tout le temps et avoir un taux de sucre dans le sang qui monte, qui descend, c'est pas toujours très intéressant. Oui, tout à fait. Donc ça permet de tenir vraiment jusqu'au repas du soir. Et qu'est-ce que tu conseilles, justement, est-ce que tu vas nous faire un peu une journée type de petit déjeuner? Oui, c'est prévu. Alors, donc,
on sera plutôt dans un schéma de pyramide inversé. Donc, on mange plus le matin et le midi. Le goûter, ce sera un peu moins. Et puis, le dîner, on sera sur la pointe de la pyramide. Donc, on essaye que ce soit plus léger. Oui. Donc, par exemple, pour le petit déjeuner, au lieu d'avoir la tranche de pain blanc traditionnelle avec de la confiture et un jus d'orange, on va essayer d'aller vers quelque chose de plus complet et plus qualitatif. Donc, pas spécialement moins, mais vraiment de meilleure qualité. Donc, ça pourrait être, par exemple, pour un petit déj sucré, si vous aimez bien le sucré le matin, plutôt un porridge dans lequel on peut mettre des flocons d'avoine, du lait, de la pâte d'amande, de la cannelle, des petites pépites de chocolat noir et pourquoi pas des framboises. Donc tout ce qui est fruits rouges, c'est un peu moins sucré. Donc le matin, ça peut très bien faire l'affaire. Et sinon, si vous aimez bien le salé le matin, ce qui est sympa aussi, ça pourrait être une tranche de pain d'épeautre avec une belle omelette avec des restes de légumes du frigo. Oui, alors il y a toujours cette espèce de jus d'orange le matin. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment expliquer ce qui se passe avec ce verre de jus d'orange qui n'est donc pas une orange, parce que une orange on veut bien, mais le verre de jus d'orange non. Bon après il y en a encore plein qui le prennent, qui sont pas spécialement malades, mais il faut quand même expliquer quand il y a des problèmes de poids, quand il y a des problèmes de taux de sucre. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est comme bombe dans le sang en fait? Déjà, il faut savoir que dans un verre de jus d'orange, vous avez autant de sucre que dans un verre de soda. Donc, l'impact sur la glycémie est même. Oui. Et alors, essayez de comparer aussi l'ingestion d'un verre de jus d'orange avec une orange entière. L'effet sur votre satiété sera pas du tout la même. Donc, quand vous buvez ce verre de jus d'orange, vous n'avez pas toutes les fibres du fruit qui vous permettent d'arriver à la satiété. Donc, c'est du sucre qui vient directement dans votre sang et c'est pas intéressant. Il manque vraiment les fibres du fruit, etc. Oui, c'est ça. Mais c'est difficile à comprendre pour les gens que ça a le même impact qu'un verre de soda, malgré que ce soit des fruits. Et il faut combien d'oranges pour avoir un verre de jus d'orange. Donc de vraiment comprendre l'impact des fibres. Camille, est-ce que tu peux nous expliquer? Mais donc le fait de rajouter des fibres, donc comme on retrouve dans le fruit, ça va permettre de diminuer l'impact sur la glycémie. Donc le taux de sucre dans le sang va augmenter plus doucement. Ça englobe vraiment la charge glycémique du repas, quoi. Oui, donc idem, jus de pomme et la pomme entière. Enfin, voilà, c'est ça. C'est intéressant de comparer l'ingestion d'un jus d'orange avec le nombre d'oranges qu'on met dedans, qu'on mange entière. Vous verrez. Il n'y a pas moyen. L'effet satiétogène sera beaucoup plus rapide avec les oranges que le jus d'orange. Bien sûr. Oui, et je crois que ce qui est intéressant, c'est que tout le monde parle toujours de sucre. On parle toujours de sucre, on ne sait pas est-ce que ça c'est du sucre, est-ce que ça c'est du sucre. Et je crois que ce qui est important, et on en parlera dans le podcast numéro 2, c'est pas tellement le sucre, mais c'est effectivement ce qu'on appelle l'index glycémique. Donc à quel point ça envoie quelque part du sucre dans le sang, parce que c'est trop rapide. Et vous allez voir, effectivement, il y a aussi un lien entre cet index glycémique et cette charge glycémique sur le cancer. Donc on en parlera dans le podcast numéro 2, et je pense que c'est important de distinguer justement céréales raffinées et céréales complètes. Donc une tranche de pain, elle est toujours blanche, on met toujours de la confiture, donc c'est que des sucres rapides qui vont faire monter votre glycémie avec le jus d'orange compris, voilà, sur le toit en 2 secondes, quoi. Donc, oui, et donc en fait ça mène à une journée où ça monte et ça descend en fait, avec des hauts et des bas. Des hauts et des bas, et donc ça monte très fort, puis ça redescend, puis on a automatiquement besoin de sucre pour le faire remonter. Donc c'est souvent des personnes qui se retrouvent à grignoter en fin d'après-midi, le soir. Camille, est-ce que tu as encore des conseils par rapport à ça? Justement, si vous êtes sujet à ces pics de glycémie, de taux de sucre dans le sang, je vous conseille de plutôt vous tourner vers les petits déjeuners salés, du coup, qui permettent d'éviter ces trop grosses fluctuations. Donc là, je vous parlais de la belle omelette avec les restes de légumes du frigo, mais ça pourrait être très bien aussi le beau toast avec de l'avocat écrasé, du saumon et l'œuf poché. Voilà. C'est très joli comme petit déjeuner, donc on mange aussi avec les yeux, donc c'est important d'avoir une belle assiette et de se faire plaisir en mangeant. Pour le repas du midi, donc comme je disais tout à l'heure, c'est un repas complet, donc on essaye de plus ou moins avoir dans l'assiette une moitié de légumes, un quart de protéines végétales ou animales et un quart de féculents ou céréales complètes, du coup, plutôt que des céréales toutes blanches, comme des pâtes blanches qu'on cuit très longtemps. Ou, qui n'apportent rien, en fait. Pas grand-chose, à part ce pic de glycémie encore, comme on parlait. Et de la satiété, oui et non, parce qu'en fait, finalement, le taux de sucre monte, et puis on a... Et plus on en mange, et plus la digestion sera lourde, et on sera fatigué après le repas. Regardez, quand vous mangez, par exemple, un spaghetti bolo, après, on est raplapla complètement, parce qu'il y a eu trop de glucides, et c'est trop pour notre corps. Il faut vraiment trouver un juste milieu, parce que le fait d'en manger trop, la digestion est trop lourde et du coup on est fatigué, et le fait d'en manger pas assez, on n'a pas assez d'énergie non plus. Donc c'est vraiment trouver le juste milieu. Il n'y a pas de règle pour tout le monde. Chacun doit trouver son bon équilibre dans les quantités de féculents.
Et moi, j'ai une question pour toi, Camille, parce que j'ai essayé de perdre du poids depuis que j'ai 15 ans, sincèrement. Ouais. Maintenant, plus, justement. Mais je me souviens d'un mythe où on se disait, on peut pas manger chaud 2 fois. Ouais, non. C'est-à-dire, je peux pas manger un repas chaud avec du riz, des choses comme ça à midi et le soir. Et donc, on se retrouve à manger un sandwich de pain blanc qui nous donne faim après 2 heures. Ouais. Quel est ton point de vue là-dessus, justement? C'est pas mieux de manger ce sandwich de pain blanc. Autant, allez, si c'est 2 repas chauds hyper qualitatifs, ça n'a pas de souci. Du moment qu'on suit bien cette pyramide inversée pour la perte de poids, il n'y a pas de souci. Et supprimer les féculents n'est pas une bonne idée non plus, parce que le fait de supprimer les féculents, notre métabolisme de base, donc notre métabolisme énergétique, revient au ralenti. Voilà. Et du coup, ça c'est aussi qu'on sorte ça de et ça fait des effets yo-yo. Ça fait des dégâts en fait de cette suppression de féculents et ces régimes hyper protéinés. Finalement, les gens en perdaient du poids et de l'eau et reprenaient le double après, évidemment, à cause de cette chute du métabolisme de base. Alors ici, on a une assiette devant nous. Est-ce que tu peux encore nous donner quelques exemples de déjeuner? Je sais pas si tu en as devant les yeux ou en tête. Et donc toujours cette moitié au moins de légumes. Hein. Ouais. Moi c'est vrai que j'essaye de viser presque un peu plus. Hein. Ouais. Donc, si c'est plus, c'est tout aussi bien. Voilà, exactement. Donc est-ce que tu peux nous donner encore des idées? Alors, par exemple, justement l'exemple des pâtes, tout simplement les remplacer par des pâtes complètes ou des pâtes intégrales et pas les cuire trop longtemps. Donc elles doivent être al dente. C'est plus intéressant pour l'impact sur le taux de sucre dans le sang. Et dans ces pâtes-là, par exemple, vous pouvez vraiment y aller avec les légumes, mettre des cœurs d'artichaut, des tomates cerises, de la roquette, des olives, enfin vraiment... Oui, c'est ça. Donc en fait, finalement, il y aura peut-être plus de légumes que de pâtes. Oui, voilà, en fait, on n'est plus sur une assiette de pâtes, mais une assiette de légumes avec des pâtes dedans. Et du coup, comme protéine, pourquoi pas rajouter un petit poisson, comme par exemple des petites sardines qui sont riches en oméga 3, donc ça c'est super, ou des œufs, ça pourrait être aussi des œufs, ou alors une viande blanche, ça pourrait aussi très bien le faire. Oui, les œufs, c'est une bombe nutritionnelle, hein, en fait. Hein, c'est la meilleure protéine. En fait, le blanc d'œuf, c'est la meilleure protéine qu'on retrouve dans le monde animal, en quelque sorte. C'est les protéines les plus complètes. Et le jaune, idéal quand il est pas trop cuit, hein? Oui, c'est ça. Parce que, en fait, ce qui pose problème, c'est le cholestérol quand il est oxydé. C'est à ce moment-là qu'il colle dans les artères. Donc, on essaye de pas cuire le jaune d'œuf pour pas que les graisses soient oxydées. Oui, donc œufs mollets, voilà, sur le plat, voilà, exactement. Bon, la viande rouge, je pense qu'on en parlera dans un autre podcast. C'est génial, quelques idées comme ça. T'as encore une autre idée imagée, parce que je trouve que c'est ce qu'on fera sur la page du podcast. On pourra peut-être éventuellement mettre des petits menus ou des photos. Ouais, tout à fait. Ça serait pas mal. J'en ai plein des photos. Ça, c'est génial. Si par exemple vous allez travailler, que c'est compliqué pour vous de prendre un repas cuisiné, ce que vous pouvez faire, c'est laisser dans le tiroir au travail un sachet de crackers aux graines. Donc les gros crackers aux graines qui sont assez complets. Une boîte de sardines encore qui se garde bien. Ça, vous pouvez aussi le laisser dans les armoires au travail. Et alors, il reste plus qu'à emporter la bonne portion de légumes. Et ça, il suffit la veille au soir de faire x2 les quantités de légumes et de les reprendre le lendemain midi au travail. Oui, ou un avocat. Ou un avocat, voilà. Du houmous. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Donc c'est parce que cette baguette blanche, finalement, c'est catastrophique. C'est assez catastrophique. Alors bon, il y a des gens qui mangent ça depuis 30 ans et ils ont pas de problème, mais là on parle de prise de poids. Donc moi j'avais reçu une image, mais je pense que tu as probablement dû voir la même. Le nombre de sucres. Le nombre de sucres qui sont juste à côté de la baguette. Alors les gens me disent mais il y a pas de sucre dans la baguette. Mais je dis mais c'est ce que ça fait ça fait remonter le taux de sucre dans le sang très rapidement. Exactement. Donc, et souvent, je trouve que, par exemple, en Belgique, je sais pas, en France, on vend du pain gris, par exemple, et on pense qu'il est complet. Pain gris, c'est 15, 20, 30% max de farine complète. Et donc, on va penser qu'on fait mieux. Pour le corps, c'est pas tellement mieux. Et donc, je pense qu'il vaut mieux se tourner vers quelque chose de 100% complet, demander à son boulanger si c'est complet, quelque chose où le vin à l'épaule, comme elle disait, parce que parfois, on se fait un petit peu leurrer par le packaging. Mais donc, épeautre. Quoi d'autre encore? Petit épeautre? Petit épeautre, ouais. En fait, le petit épeautre est super intéressant quand on a des soucis au niveau digestif. En fait, le gluten qui se trouve dedans est beaucoup moins agressif pour nos intestins. Donc, c'est pour ça qu'on conseille souvent celui-là. Puis après, il y a tout ce qui est complet. Seigle, tout ça, mais farine complète, quoi. C'est intéressant aussi de varier dans les pains, sauf si vous avez une sensibilité, là, plutôt aller vers mais donc, ça vaut la peine de demander du 100% complet, en fait. C'est plus intéressant. À voir si les intestins
le supporte aussi, oui. Voilà. Bon, c'est vrai que là, on va pas rentrer dans des dysbioses très très fortes. Bon, ceci dit, parlons peut-être de nos intestins, si tu peux, puisque évidemment la chimio agresse très très fort la flore intestinale. Qu'est-ce que tu suggères ? Alors donc c'est très important de prendre soin de sa flore intestinale parce que justement on s'est rendu compte que plus une flore est déséquilibrée, donc le déséquilibre de la flore, c'est soit on a une quantité de bactéries pathogènes en trop grande quantité ou alors la diversité est trop faible. Et le fait d'avoir ce déséquilibre dans la flore peut favoriser de l'inflammation et du surpoids ou de la prise de poids. Donc là c'est très important de la chouchouter cette flore. Donc pour la chouchouter, il y a les oméga 3 qui sont super intéressants. Donc comme je vous disais, les petits poissons gras, les huiles de qualité, donc maquereau, sardines, hareng, la truite aussi, à voir d'où elle vient. Et puis après il y a tout ce qui est les huiles de qualité, donc l'huile de colza pour tout ce qui est froid, donc surtout pas la chauffer et bien la garder au frigo, sinon les graisses s'oxydent. Plutôt l'huile d'olive pour la cuisson, mais bien faire attention à pas la faire fumer. Puis après, il y a les oméga 3 qu'on retrouve aussi dans toutes les graines. Donc, les graines de chia, les graines de lin, mais il faut les mixer parce qu'on ne digère pas la coque, justement, de ces graines de lin. Les poules les digèrent. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a des œufs enrichis en oméga 3. Mais nous, on les digère pas, donc on est obligé de les mixer pour avoir accès à ces oméga 3. Alors, je sais pas si c'est dans un autre podcast qu'on parle des choux, mais c'est pas toujours évident aussi de les digérer quand on a des problèmes intestinaux. Donc c'est toujours un petit peu le problème en fait. C'est vraiment, il faut voir selon sa tolérance digestive en fait. Mais c'est pareil pour les fibres. En fait, les fibres permettent de faire coloniser, entre guillemets, votre côlon par des meilleures bactéries qui sont nourrices, en fait, pour se populer, on va dire. C'est des prébiotiques. Voilà, c'est des prébiotiques. Et donc, manger, justement, on va croire qu'on mange beaucoup de fibres, mais si vous mangez, en un jour, vous changez, vous mangez complet, vous mangez beaucoup plus de légumes, etc., en fait, votre taux de fibres, il va juste doubler. Et donc, par rapport à votre microbiote, par rapport à votre satiété, etc., mais ça va vous aider, justement, à prendre moins rapidement du poids. Et donc, je pense qu'on parle souvent de... Il faut les supporter aussi, ces fibres. Tout à fait. Il faut pas faire un switch d'un coup. Et il y a des fibres qui sont plus douces que d'autres. Il y a les fibres solubles et insolubles. Donc, quand on commence à manger plus de légumes, on va plutôt aller vers des fibres solubles quand on... Tu peux nous donner des exemples, alors? Alors, il y a tout ce qui est artichaut, asperges, les reines claudes dans les fruits, abricots aussi. Enfin, il y a vraiment des listes. On peut trouver des listes sur Internet. C'est des fibres qui sont plus douces pour l'intestin et qui sont plus facilement digestes. Ou sur Zest, justement, sur notre plateforme, si les gens mentionnent prise de poids ou perte de poids, on va mentionner que les fibres, par exemple, insolubles ou solubles sont une bonne idée et on va décliner tous les ingrédients qui en font partie. Donc, les fibres insolubles plus difficiles à digérer, donc par exemple? Dans les fibres insolubles, il y a les légumineuses, par exemple, qui sont un peu plus dures à digérer. Mais du coup, pour qu'elles soient plus digestes, il y a aussi des méthodes, faire tremper ces légumineuses avant, faire une longue cuisson. Donc, par exemple, un houmous serait moins impactant, entre guillemets, en termes pour le microbiote que un chili con carne? Parce qu'il est mixé. Oui, le houmous. Donc déjà, si on veut un houmous onctueux, on retire la peau des pois chiches. Donc là, déjà, ça retire un peu de fibres agressives pour les intestins. Et du coup, le fait qu'il soit mixé aussi, ça fait déjà un pré-travail pour nos intestins. On coupe déjà les fibres. Donc le fait que ce soit mixé aussi, ça aide la digestion. Super. Qu'est-ce que tu as encore comme petit truc pratico-pratique? Alors, pour le goûter, par exemple, au lieu de manger le bol de Kellogg's qui est très sucré, pourquoi pas le remplacer avec des céréales un peu plus complètes, donc tout ce qui est granola ou muesli. Attention que parfois dans les céréales du marché, ils sont un peu radins, tout ce qui est oléagineux et graines. Donc si vous achetez votre granola et que vous le faites pas vous-même, n'hésitez pas à rajouter tout ce qui est graines, noix, noisettes et tout ça. Vous pouvez les mixer au blender avant pour les mettre dedans. C'est toujours intéressant. Et c'est une granola pas trop sucré non plus. Voilà, c'est ça. Ça peut être une bombe. Et il y a des marques belges justement qui font des granolas pas trop sucrés. En fait, il suffit de regarder la liste des ingrédients. Si vous voyez qu'il y a 5 lignes de liste d'ingrédients, c'est beaucoup trop long. Si vous arrivez à 2 lignes, c'est que ça va, ils ont pas mis trop de crasse dedans. Mais il faut aussi se dire que sur les étiquettes, si je me trompe pas, le premier ingrédient mentionné sur l'étiquette, c'est celui qui est le plus grand en quantité. Donc si on voit glucose. Voilà, si vous voyez maltose, glucose, sirop de maïs, sucre, etc., sortez du magasin et allez ailleurs. Un morceau d'avocat aussi, ou un fruit avec quelques... Voilà, et alors dans ce granola, on pourrait rajouter un fruit. Donc le goûter, c'est le meilleur moment pour manger son fruit. Donc n'importe quel fruit, on essaye de varier aussi. Mais on peut simplement prendre une pomme pour le alors goûter aussi. On évite de prendre une pomme toute seule parce que justement, même s'il y a les fibres du fruit, etc.,
ça va quand même faire une petite montée de glycémie. Donc, pour éviter cette montée de taux de sucre dans le sang, on va rajouter des graisses, des protéines et encore des fibres. Et tout ça, on retrouve naturellement dans les oléagineux. Voilà, donc une pomme qu'on accompagne avec quelques amandes. Petites amandes, voilà, des noix, des noisettes. Et alors, pour le plaisir gustatif, si vous êtes gourmande comme nous, vous pouvez rajouter un petit morceau de chocolat noir. Voilà, exactement. Mais donc c'est vrai que je crois que c'est quand on a fait ces études de nutrithérapie qu'on nous explique vraiment pas la pomme toute seule, mais la pomme et quelques amandes. Ouais. Voilà, parce que ça aide. De nouveau, on est en train de parler ici de problèmes de prise de poids, hein, parce qu'il y a des gens qui vont prendre la pomme toute seule et il y a aucun problème, mais on s'adresse à des personnes qui ont pris du poids et qui veulent vraiment perdre du poids. Ouais. Et il suffit aussi de faire le test, hein, manger une pomme toute seule, vous verrez 1 ou 2 heures après, vous aurez déjà faim, c'est parce que vous aurez eu le pic de glycémie puis la chute, et donc vous avez faim. Et si vous l'accompagnez du coup de noix ou d'amandes, vous verrez que vous tiendrez beaucoup plus longtemps jusqu'au repas du soir. Et si on a, maintenant je te pose une petite colle quand même, si on n'a pas du tout faim à 4 heures, pas grave. En fait, pour moi, le goûter est plus important que le dîner. Donc, si on n'a pas faim à 4 heures ou c'est l'heure absolument du goûter, on peut attendre sans souci 5 heures, 6 heures et puis manger le goûter à ce moment-là. Parce qu'en fait, le fait de manger sucré dans ces eaux-là, dans l'après-midi, ça va permettre de sécréter de la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur. Et on le sait tous, c'est super important d'être de bonne humeur. Donc, moi, je conseille de toujours prendre ce goûter plutôt que le repas du soir. Donc, l'importance de prendre un fruit à cette heure-là, ça permet de sécréter, désolé pour les termes un peu techniques, mais comme ça, on connaît le nom des hormones. Le tryptophane, précurseur de la sérotonine et précurseur de la mélatonine qui va nous permettre de bien dormir. Bon, après, voilà, c'est un conseil qu'on donne. On peut prendre aussi un bol de soupe, éventuellement. Oui, tout à fait. Donc, l'idée, c'est d'arriver finalement au repas du soir, pas du tout affamé. Voilà, c'est ça, voilà. Tout à fait. Et alors, le repas du soir, je vous parle toujours de repas légers et digestes. Donc, qu'est-ce que ça peut être? On parlait justement du chili con carne tout à l'heure. Justement, ce chili con carne, on va essayer d'un peu le modifier pour que ce soit plus sain. On va essayer de pas mettre la dominance sur le riz, mais plutôt que le riz soit un accompagnement. Et alors, au lieu de faire un chili con carne, on va plutôt faire un chili sin carne. Et du coup, les protéines, ce sera plutôt végétal comme les haricots rouges. Oui. Et alors, avec plein de légumes dedans, des tomates, etc. Et des autres idées de repas, une salade éventuellement Ça peut être une salade, encore si les intestins le supportent. Oui. Ça peut être une soupe aussi tartine à ce moment-là, un dalle de lentilles corail. Oui. Voilà. Ou sinon, si vous êtes plus festif, on peut aussi faire des apéros dînatoires végétaux, donc à mettre plein de crudités, des petits crackers aux graines avec de la tapenade fait maison, des anchois. Voilà, il y a moyen de faire plein de chouettes trucs. Oui. Et donc, si les intestins sont un peu fragilisés par la chimio et tout ça, il vaut mieux tout cuire, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est plus digeste. D'autres idées encore on mettra des images sur le site. Bon, et éventuellement un morceau de poisson. Oui, tout à fait. Tout ce qui est poisson aussi, encore les fameuses sardines, ça peut se faire à ce moment-là sans souci. Un poisson vapeur avec un petit peu de riz complet et quelques légumes. Voilà. Est-ce que tu peux parler de la densité énergétique ou densité nutritionnelle de 2 assiettes similaires? On va comparer 2 assiettes similaires en fait finalement. Presque similaires. Ouais. Alors, on va prendre le simple spaghetti bolognaise qui pèse assez lourd et qui a assez de calories dedans. On va essayer de transformer cette assiette, mais pas pour autant et avoir le même effet satiétogène après cette assiette-là. Oui. Donc, on pourrait aller, comme je dis, on peut transformer les féculents. On peut aller du coup plutôt sur du quinoa avec une sauce tomate avec des lentilles dedans, des carottes, etc. Donc, on aura le même poids d'assiette. Donc, notre assiette pèsera la même chose. Mais on aura peut-être moins de calories dans cette assiette-là, mais plus de nutriments, micronutriments. La qualité de l'assiette sera meilleure. Ou même, on peut prendre simplement des pâtes complètes, en fait. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'on parle beaucoup de pâtes depuis tantôt. Du coup, je me disais, le quinoa, on n'en a pas encore parlé. Donc finalement, donc c'est d'avoir presque la même assiette et d'avoir finalement dans une assiette beaucoup plus de nutriments. Voilà, c'est ça. Et quasi le même repas. Et donc, on parle de nouveau de la qualité des aliments. C'est ça. Mais c'est ça. Et je pense que l'important, c'est pas que le focus soit sur les calories. Il a beaucoup trop longtemps été sur les calories.
Et moi, si je partage ma faible histoire à moi, j'étais complexée de mon poids depuis mes 15 ans. J'ai fait attention toute ma vie. J'ai fait que prendre, que perdre. Et puis le jour où j'ai commencé à lire sur le cancer, la nutrition et donc à changer la qualité de mon assiette, j'ai perdu du poids et je suis plus traumatisée. Je pense plus à mon poids. Pourquoi? Parce que je me fais plaisir avec des choses qui sont complètes, naturelles. Et donc je pense que c'est important de se dire, voilà, si j'ai un spaghetti bolognaise, en fait, si je fais des pâtes complètes et des lentilles à la place de la viande, en fait, on se rend pas compte. Vous allez peut-être perdre 200 kilocalories, entre guillemets, dans votre assiette, alors qu'il y aura tout autant. Donc vous pouvez manger quasiment tout autant, si pas plus, mais mieux, et voilà, donc moins calorique. Même si, de nouveau, on fait pas attention aux calories, mais à l'apport en nutriments que ça donne. Oui. Ben bon, donc c'est pas manger moins, mais c'est simplement manger mieux. Ouais, il faut savoir aussi qu'on n'assimile pas les calories de la même manière. Donc, par exemple, si on mange beaucoup d'acides gras trans ou d'acides gras saturés qu'on trouve dans tout ce qui est industriel, les biscuits, les pâtisseries, les produits animaliers qui sont gras. Donc, tout ce qui est charcuterie. Voilà, oui. C'est ça, les charcuteries. Mais ça, on va facilement les stocker, tandis que si on mange des graisses plutôt oméga 3, comme je disais tout à l'heure, ça s'oxyde vite. Et du coup, nous, quand on les ingère, on les oxyde vite aussi, donc ça veut dire qu'on les transforme plus rapidement en énergie au lieu de les stocker dans notre tissu adipeux. Ok. Alors, je pense que vous vouliez parler encore de le fait de bien mastiquer. Oui. Donc ça, c'est super important de bien mastiquer, de prendre son temps pour manger son repas. Donc il faut savoir que le fait de mastiquer, c'est la première étape de la digestion et que si cette étape-là est sautée, tout le mécanisme est entravé et sans une bonne digestion, c'est très difficile de perdre du poids. Donc c'est super important de bien mastiquer ces aliments. Donc quelques petits conseils, c'est tout simplement déposer ses couverts en chaque bouchée, d'avaler. Ouais, c'est très difficile, mais il faut. Mais il y a une fameuse fourchette sur Amazon qui sonne quand elle est pas assez régulièrement déposée. Donc mais parce que il y en a qui mangent tellement rapidement, qui ne mâchent pas, donc qui sont pas du tout, qui ne mangent pas en pleine conscience. Ouais. Et si vous êtes du genre à manger rapidement, n'hésitez pas à le dire à votre famille que vous devez manger plus lentement. Comme ça, ils vous diront vous mangez trop vite. Ou alors vous donnez une corvée au premier qui finit son assiette. Il est à la vaisselle. Enfin, ça peut être des petits jeux comme ça sympas en famille pour justement se forcer à bien mastiquer ses aliments. Ouais, et bien manger en pleine conscience, se demander d'où viennent les aliments, quel bien ça nous procure. Enfin, voilà, les belles couleurs, admirer son assiette. Enfin, tout ça, c'est aussi bien important pour manger lentement aussi. Alors, activité physique, hein. Alors, l'activité physique aussi, ça c'est super important. Le fait de faire de l'activité physique, ça nous aide à faire plus de masse musculaire. Et la masse musculaire brûle plus les calories, donc ça va augmenter notre métabolisme énergétique. Voilà. Donc voilà, dans la mesure du possible, essayer de faire 3 à 5 fois une activité physique. Maintenant, on ne demande pas d'aller courir un sprint dehors. Ça peut être tout simplement aller marcher 30 minutes dehors avec le chien ou voilà. C'est pas obligé d'être... On peut séparer en 10 minutes, voilà, 10 minutes, ça. Mais c'est toujours un minimum de 10 minutes. Alors, je tiens à dire quand même qu'on aura tout un podcast sur le sport et le cancer, donc on n'est pas obligé de s'étendre énormément là-dessus. Mm-hmm. Et je pense que tu voulais terminer en disant que manger doit rester un plaisir, ce qui est toujours, c'est pas toujours évident pendant le cancer, et donc essayer le plus possible de se faire plaisir quand même. Ouais, de se tourner vers les aliments qu'on sait qui nous font du bien, en tout cas. Exactement. Et de pas avoir peur de tester de nouvelles saveurs. Voilà. Bon, merci. Hein. Je me réjouis de vous retrouver pour le 2e podcast sur la nutrition, décoder le vrai du faux. Donc, on va parler du sucre, du jeûne et du régime cétogène. Merci à vous. À bientôt. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Et il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.